Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Aujourd'hui nous sommes tous les deux. Marie, salut. Salut, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se retrouve en tête-à-tête. C'est ça, bah oui, parce qu'habituellement c'est plus avec Simon, je suis en tête-à-tête, mais bah, écoute, ça change, c'est bien aussi. J'ai un peu plus de cheveux. C'est vrai. Non, mais ça c'est méchant, il va pas être content encore. Mais avec un cœur, ça passe toujours mieux. C'est ça. Donc on salue bien Simon et Maxime. Et aujourd'hui, nous allons donc parler, comme d'habitude, d'un film qu'on va vous présenter, vous donner envie de voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est mieux d'avoir vu avant, évidemment, parce qu'on va spoiler, comme d'habitude. Et nous allons donc parler d'un Hitchcock, pour la deuxième fois, parce qu'on avait parlé de Psychose il y a un moment déjà, avec Maxime et Simon, je crois. Et donc, nous allons parler de L'homme qui en savait trop, de Alfred Hitchcock, donc la version effectivement de 56, puisque tu es au courant. J'imagine qu'il y avait une version avant. J'ai cru voir 34. 34, c'est ça, il me semble. Ouais. En fait, il a fait un remake de son propre film. Et on verra les raisons pour lesquelles après. Mais avant d'aller plus loin, on va peut-être pitcher le film. C'est l'histoire d'un couple d'Américains en vacances à Marrakech, avec leur fils, qui rencontre dans le bus qui va jusqu'à Marrakech un Français qui s'appelle Louis Bernard qui somme toute semble un petit peu étrange par certaines petites choses qu'on voit à l'écran, relevées par la femme du couple d'ailleurs. Et il se trouve qu'effectivement, le lendemain de cette rencontre, cet homme vient à mourir assassiné, un poignard dans le dos, au milieu de la place du marché, et vient mourir dans les bras de l'homme. James Stewart, ouais. Je sais plus son nom, c'est Ben, je crois. Ben, c'est ça. Ouais. Au milieu de cette place, en lui murmurant quelque chose à l'oreille, qui va mettre Ben et sa femme et son fils dans une situation délicate d'intrigue politique londonienne. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Bien pitché. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il lance cette roue et son fils va se faire enlever derrière, et du coup, ça va être la pression de si tu parles de ce que tu as entendu, ton fils, tu le reverras pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout le truc, ça va être à la fois de retrouver son fils, et en même temps, ça va aussi résoudre derrière toute cette intrigue politique. Et c'était donc aussi le pitch du film de 34. Alors, je l'ai pas vu, le film de 34, mais il y a pas mal de différences de ce que j'ai compris. Et non, des documentaires et des déjà. interviews. Ah oui, en noir et blanc, en 34. C'est ça, il était pas encore ça commençait, mais c'était le tout début de la couleur, voire un peu plus tard, je dirais. Parce que c'est avec, je sais pas avec quel film d'ailleurs, la couleur, mais il y a eu un des gros films qui a ramené la couleur, c'était Le Magicien d'Oz, entre autres. Donc, qui était un peu plus tard, 39 je crois. Bref, les années 30 aussi. Et du coup, il y a des différences, il y a des grosses différences. Et en fait, Hitchcock a voulu le refaire. Parce qu'il devait un film à la production, qui était la Paramount, je crois. Et en fait, la Paramount voulait que ce soit ce film qui soit refait. Du coup, ils se sont dit, voilà, autant faire celui-là. Et parce qu'ils voulaient apporter autre chose, quoi. Ils voulaient avoir une nouvelle vision en fait sur ce film-là. Et il y a un entretien qu'il a eu avec Truffaut aussi, où il disait que la version 34 il a été faite par un amateur et celle de 56 par un pro. Par un professionnel. Il y a un regard critique sur son travail, ouais, et un peu introspectif. Il a eu du mal au début à assumer, qu'il trouvait, je sais plus quel participant au film disait que en fait il s'améliorait, et du coup il l'avait un peu mal pris. Bref. Que en gros le suite 34 n'était pas terrible, mais il y a en fait tout était déjà là plus ou moins. La scène de l'opéra, c'est la même musique. Il y a des plans qui sont identiques aussi, mais il y a vraiment une autre dimension quoi sur le nouveau a priori. Voilà, je peux pas en dire plus parce que je l'ai pas vu. Mais... Il y a 22 ans d'écart quoi entre les deux films, donc en 22 ans il a eu le temps de changer, oui. De toute façon, c'est ça, et puis de maturer sa vision des choses, sa technique, son travail. Bien sûr. Ouais. Mais déjà à l'époque, le premier. Enfin, c'est marrant, il y a un des acteurs qui effectivement on voit sur l'affiche du suite 34, c'est l'acteur qui joue dans M le Maudit, Je sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Mais on l'a vu. Peter Lorre. Peter Lorre. Ouais, on l'a lu il y a 5 minutes et j'ai oublié. Mais c'est terrible. Honte à moi. Donc voilà. Voilà le projet, et il y avait quand même de l'intention dans l'écriture. On partait vraiment sur un James Bond plus ou moins, et ça a dévié. En fait, c'est vraiment Hitchcock qui débarque dans un James Bond. Enfin, c'est vraiment ce couple d'Américains qui débarque en plein milieu d'un film de James Bond. Oui. Quoi. Il y a ce truc-là, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Du coup, avec toute cette intro avec
à Marrakech où il rencontre le français, qui est joué par Daniel Gélin. Alors, Daniel Gélin, c'est un acteur français. Et c'est rigolo parce qu'en fait, moi, quand j'ai eu du mal à faire le lien, parce que je l'avais déjà vu. Et quand j'ai constaté dans quel film je l'avais vu, ça m'a fait rire, puisqu'il joue aussi dans La vie est dans le feu, La vie est dans le feu tranquille, de Étienne Châtillez. Il fait le médecin... cette espèce d'ordure de médecin malsain, et c'est le même acteur. Et quand tu sais ça, tu vois, c'est pas la même figure, mais bon. C'est un autre univers, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est beaucoup plus tard, hein, mais c'est rigolo de voir cet acteur qui est un acteur quand même assez important. Et puis James Stewart, hein, dans le rôle principal, qui est un peu l'homme de tout le monde, en fait, l'homme à qui tu t'identifies facilement, en fait. Oui. C'est le monsieur tout le monde. On pourrait rapprocher Spielberg, ce serait son Tom Hanks ou son, tu vois, faut toujours ramener Spielberg, bien sûr. Oui. Mais moi, la grosse rêve que j'ai, c'est ça, c'est que voilà, c'est souvent cette même réflexion de t'as un acteur qui fait bien Monsieur Tout le Monde, et James Stewart, il fait bien Monsieur Tout le Monde. Est-ce que c'est un acteur qu'il a repris dans d'autres films Ouais, bien sûr, ouais. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, moi c'est intéressant parce que toi tu n'as jamais vu Hitchcock avant de le voir. C'était mon premier, j'en ai entendu parler beaucoup. Je me suis dit beaucoup qu'il fallait que je les voie, et du coup j'avais pas encore pris le temps, et donc là c'est ma découverte d'Hitchcock, c'est avec ce film-là, ouais. Effectivement. Et effectivement, James Stewart, il revient chez Hitchcock puisqu'il a fait aussi Fenêtre sur cour et le très célèbre aussi Sur Froide, Vertigo. Ok. Probablement d'autres, hein, qui m'échappent là, j'ai pas envie de réfléchir, mais voilà, James Stewart, puis il a fait beaucoup de westerns, la classe américaine aussi. Du coup, je trouve qu'il a un air de clowné un petit peu. Il y a quelque chose. Alors c'est pas la même époque, mais il y a un quelque chose. Ça m'a fait. Ouais. Il a un côté très Tom Hanks dans l'idée aussi, enfin dans ce type de personnage aussi, tu vois, très humain et très sensible, on va dire, quoi. Et en même temps, il a un faciès et des mimiques, tu sais, dans son regard. Je trouve qu'il a un jeu de visage qui est assez génial, et où tu lis beaucoup dans son jeu aussi. Comme ça. Tu t'identifies vachement, t'es vachement à sa place, en fait. Tu comprends parfaitement ce qu'il ressent, et les moments de tension et d'angoisse fonctionnent super bien. Et du coup, il y a aussi Doris Day, qui joue du coup la femme qui est chanteuse et qui est aussi chanteuse dans la vraie vie, puisqu'elle est d'abord chanteuse avant d'être actrice, et pour le coup je trouve qu'elle joue super bien. Oui, elle est incroyablement belle, elle a une voix extraordinaire, et en plus avec la célèbre elle joue bien. Cette célèbre chanson du coup Que sera c'est ça, ouais, voilà, c'était elle qui l'avait chantée, qui a été reprise dans de nombreuses autres œuvres. Donc voilà, les acteurs principaux, on va dire, du film, parce que je me rappelle pas trop du nom des acteurs des bad guys, on va dire. Puis le gamin, Hank, je sais plus non plus le nom d'acteur, mais c'est pas vraiment des gens qui sont extrêmement connus, j'ai pas l'impression. Enfin voilà, je vais pas dire de bêtises non plus, mais ils m'ont moins marqué en tout cas. Et donc ce film, alors toi tu l'as découvert parce que je te l'ai présenté, je te dis bah tu le regardes. Un peu ça. T'as pas vu Hitchcock, bah tu vas commencer par ça. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, j'étais à fond dedans. Franchement, il y a des films parfois un peu anciens où faut que je m'accroche un petit peu pour entrer dedans. Mais là, vraiment, j'ai eu aucun mal à me laisser porter par le film, et à suivre ce qui se passait, et à être dans les moments d'angoisse, à entrer dans l'émotion aussi du film, même s'il y a aussi ce que je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de moments d'humour en fait qui tranchent avec la tension qu'on amène. Mais c'était un vrai régal, et pour le coup ça m'a donné envie de voir les autres, quoi. Oui, c'est sûr. Mais parce que le scénario est bon, la réalisation est bonne, et le jeu d'acteur, il y a toutes les cases qui sont cochées pour un bon film, à mon sens. Ouais. Et surtout, Hitchcock, il te tient en haleine tout le temps. Du début à la fin, il n'y a pas de temps mort, en fait. Et c'est ça aussi sa force, quoi. Ouais. Et sa gestion du suspense aussi qui est assez balèze. Et c'est marrant, je vais replacer ça là parce que c'est important, parce qu'il y a du suspense aussi dans ce film-là. Mais on a tendance à qualifier le suspense un peu tout, n'importe quoi. On confond facilement le suspense avec juste la tension. Oui. Le suspense, c'est quand tu sais, toi, ce qui se passe, tu sais la résolution du truc, et que les personnages ne savent pas. Il prend exemple dans les entretiens qu'il a eu avec Truffaut, encore une fois, parce qu'il y a un célèbre bouquin qui s'appelle Les entretiens Hitchcock-Truffaut, qui est un des plus gros bouquins du cinéma, où ils échangent tous les deux sur la façon de faire des films. Mais qui est dans ta bibliothèque, du coup ?
Non, je l'ai bien lu, mais j'ai rien à voir. Faudrait que je me le trouve, parce que c'est quand même une ref, et il y a plein de choses intéressantes. Et il dit à Truffaut que en fait, le suspense, il prend un exemple en disant imagine en fait des personnages qui sont autour d'une table et il y a une bombe sous la table, mais en fait, le spectateur le sait, et les personnages non. Là, t'as la caméra qui va filmer la bombe, tu sais, et toi, tu sais, tu te dis... Et c'est ça le suspense, en fait. C'est ça le vrai suspense. Et ouais, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on se fait cette réflexion-là, où on sait, et eux non, et t'es là... Toute la fameuse scène de l'opéra, elle repose là-dessus, parce que toi, tu sais parfaitement ce qui va se passer. Et certains personnages aussi, tu vois, mais pas tous. Oui, c'est ça. Et c'est un moment de tension extra. On va y venir, mais... Oui, il y en a d'autres aussi. Ouais, je vais revenir sur Marrakech. Ouais. On peut commencer même avant ça par la scène d'introduction. Ouais, et on pourrait y revenir aussi, parce qu'en fait, c'est à mettre en lien avec la scène de l'opéra, puisqu'on commence avec déjà l'opéra. Ouais, c'est ça. Et la cymbale. Et la cymbale, avec ce texte qui s'affiche et qui dit qu'un simple coup de cymbale les conséquences d'un simple coup de cymbale sur une famille américaine. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Oui, mais complètement. Et c'est la scène clé du film. Enfin, disons que c'est la clé de lecture que tu as, et quand tu fais le lien, tu te dis mais oui. Ouais. Et il te prépare à ça, en fait, tu sais déjà que ça va être important. Et en fait, quand tu vois, c'est le même acteur, en fait. Tu vois ce gars avec les cymbales, et tu le revois après, tu dis, oh, ça y est, c'est maintenant. En fait, même avant ça, au moment où ils font écouter l'extrait audio au tueur à gages en lui disant, c'est là. Et que t'entends la cymbale et tu dis, ah oui, tu te souviens déjà de ça. Mais déjà, le fait de le voir, le gars mais aussi. Mais oui, ça enrichit le truc. C'est ça. Et donc, il y a déjà cette scène-là avant Marrakech qui déjà t'introduit et te prépare à ce qui va venir plus tard. Et toute la scène avec Daniel Gélin, avec cette espèce de scène d'espionnage à Marrakech. Et c'est intéressant de souligner que, moi j'avais remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de plans avec écran de projection, en fait. Oui, il y en a un paquet, ouais. Ce qui se faisait beaucoup, ce qui s'est fait longtemps. Hein. Souvent, le plus souvent, c'est ce qu'on voit quand on voit des scènes de voiture. Oui. D'ailleurs, ça a été bien parodié dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, si vous voulez voir un autre podcast aussi là-dessus, où il y a une scène justement où ils mettent un peu n'importe quoi derrière la voiture sur l'écran de projection, c'est super. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de projections, et en fait, je me suis toujours demandé pourquoi. Et en voyant le making-of, il parle du fait qu'il y avait le Ramadan qui allait démarrer à Marrakech au moment de tourner. Et tout le monde leur a dit, mais tournez avant, parce que ça va être la galère après. Et du coup, ils ont dû se presser. Et probablement qu'il y a eu des scènes tournées en studio après ça, quoi. Ouais. Donc ça explique, parce on le sent, il y a certaines... parce qu'il n'y a pas trop de logique. Des fois, tu vois, en fait, il y a un plan où vraiment tu sens qu'ils sont là, en fait. Et au marché notamment, tu vois vraiment les différences entre les moments où ils sont en studio et le moment où ils sont sur place. Et le plan d'après, ils sont plus là. En fait, ils sont pas sur place. Tu te demandes comment ça a été fait. Mais c'est sans doute dû à ça, à cette pression. Ils ont dû aller très très vite. Et ouais, c'est assez drôle avec le restaurant aussi. Où tu vois James Stewart qui est pas du tout. Mais c'est là, qui galère à s'asseoir. J'étais tellement mordue quand j'ai vu cette scène. Et en fait, ce qui est marrant à noter, c'est que Hitchcock lui-même galérait et comprenait pas pourquoi il devait s'asseoir par terre quand il était à Marrakech. Et du coup, ça a joué dans la mise en scène. Et ça montre aussi un personnage qui est complètement pas adaptable et qui va avoir du mal, quoi. Qui va pas pouvoir s'adapter facilement à toutes les situations. Et au-delà d'avoir un aspect comique, quoi. Oui. Oui, tu sens vraiment qu'il a deux mains gauches. C'est ça, c'est pas un gars méga débrouillard, quoi. C'est pas un chirurgien, c'est dommage. C'est pas James Bond, tu vois, en tout cas. C'est ce que ça te dit aussi, tu vois. Il y a une autre scène qui m'a fait mourir de rire sur le marché, c'est quand il se disent oh regarde ce sac, c'est l'appendicite de Madame Trucmuche qui l'a payé et tout, et ça dure un moment en plus où ils s'énumèrent tous les trucs. Drôle, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Et le Royal Marrakech, c'est telle opération de tel et tel patient, merci à eux. C'est tellement vrai, genre de truc. et du coup j'ai trouvé ça, vraiment ça m'a fait rire. Je peux me parler de scènes marrantes, et celle-ci elle en fait partie, elle m'a marqué. Mais parce qu'il est drôle, vraiment le couple fonctionne bien aussi. Tu vois, c'est hyper crédible. Tu crois, On pose aussi le fils qui siffle la chanson au début. Totalement. On pose ça aussi. La scène est super touchante d'ailleurs quand ils chantent tous les deux et qu'ils sifflent pendant qu'elle chante. Voilà. Et voilà, on te pose que le gamin sait siffler, il sait siffler la chanson, et on te pose la chanson aussi. Et que c'est un truc avec sa mère. La mère qui est intéressante parce qu'il y a un vrai arc aussi autour de la mère qui, en fait, a fait ce choix d'abandonner sa carrière pour suivre son mari. Oui. Et il y a une petite sorte de rédemption en fait à la fin du film où elle chante à la fin. Oui.
Oui, c'est grâce à ça qu'ils arrivent d'ailleurs à récupérer leur gamin, fils. Parce que il y a un payoff avec ça où le gamin se met à siffler quand il est kidnappé et elle l'entend siffler. Et ça clôt ce paiement en fait de ce qui était placé au début du film. Quoi. Oui, puis elle a un rôle actif tout au long du film. Elle n'est pas seulement à suivre son mari, c'est-à-dire que c'est elle qui comprend que. Il y a plusieurs moments, elle est proactive. Ouais, c'est ça. Au niveau du récit. Ouais. Et puis c'est elle qui, où il y a plusieurs moments où elle fait avancer les choses aussi. Parce que j'ai eu un peu peur au moment où il la sédate pour lui annoncer que leur fils. Ça m'a toujours gêné cette scène. Il va lui annoncer que leur enfant a été enlevé. Ça fait à peu près 2 heures qu'il le sait, mais il n'a toujours rien dit. Et il la sédate, ce qui est un peu, ok, d'accord. et du coup à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'elle va avoir un rôle de juste, elle suit dans le film et ça va vraiment être centré. Et en fait non. Au contraire, à partir du moment où elles sont à Londres, c'est-à-dire que c'est elle qui devine que Broadchapel c'est pas une personne mais un lieu, et donc qui trouve le lieu où est enfermé leur fils une première fois. C'est elle qui hurle pour faire en sorte que qui sauve le Premier ministre au final, le Premier ministre de je ne sais quel pays du coup. Je sais pas si c'est le Premier ministre. J'ai l'impression qu'il n'est jamais cité le pays. Je pense que c'est assez. C'est peut-être voulu ce côté universel où il n'y a pas de. Mais du coup tu te poses jamais vraiment la question. J'avoue que je me le suis posé. Moi, ça fait 10 fois que je vois le film, je me suis jamais posé la question. Ça passe tout seul en fait. Oui. Non, après, ça te sort pas du film, mais je me suis posé la question quelques fois. Ok, tu sais que c'est un autre pays, et voilà. Et puis, c'est elle qui, en chantant, donne l'espace à son mari pour aller récupérer leur fils. Quoi. Et du coup, ça lui donne vraiment une importance où c'est pas juste une plante verte qui est là pour le côté couple et tout. C'est un personnage à part entière. Et pour moi, il y a du coup 2 personnages principaux dans ce film, le mari et la femme. Oui, c'est clair. Ils ont vraiment une part... tu sens quand même que James Stewart. Mais... Oui, bien sûr. On reste dans les années 50, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais il y a quand même quelque chose... Elle a sa place, elle a un arc, il y a un truc. Quoi. Ouais. Et ça marche. En fait, tu t'accroches aussi à ce personnage-là. Ouais, complètement, parce que son émotion pendant l'opéra où tu vois... Il n'y a pas un mot, elle dit pas un mot et tu l'entends pas pleurer ou quoi, mais tu vois son visage qui est trempé de larmes et tu vois le combat intérieur qu'elle mène entre est-ce que je sauve mon fils, est-ce que je sauve le ministre. T'as un sentiment d'impuissance en fait des persos pendant tout le film. C'est ça, tu dis mais ils subissent tout. Et puis toi en tant que spectateur, tu le vois, tu sais qu'elle peut faire quelque chose et elle fait rien et tu comprends et en même temps t'es là. Jusqu'à ce moment où vraiment jusqu'à la fin t'es pas sûr qu'elle fasse quelque chose et c'est ce cri, tu dis elle l'a fait. Et t'es en tension, t'as vraiment la musique qui monte en intensité, en rythme, et puis tu sais au moment où ça va, tu sais à quel moment ça va arriver. Ton cœur aussi s'emballe, tu vois. À partir du moment où tu vois le mec prendre ses cymbales, tu dis putain ça va être maintenant. Et puis tu vois en même temps le mari qui essaye d'enfoncer toutes les portes pour trouver celle où est le tueur. Ça dure. Il arrive à faire durer ça. Ça me fait penser à la scène du train dans un des dernières Missions Impossibles là, qui est interminable parce qu'il passe de wagon en wagon. Ça dure. Je trouve pas que ce soit la même tension quand même. Non, mais il y a ce côté où on joue sur la répétition du truc pour faire monter la tension. Ouais, mais là t'as pas ce truc de répétition, c'est ce truc de ça va arriver en fait, parce que les trains, je sais pas si c'est pour moi c'est pas la meilleure des comparaisons, mais tu sais que ça va arriver. Ouais. Et on fait durer, et on arrive très très lentement jusqu'au point, et en fait tu sais qu'on va y arriver. Parce que l'enchaînement de plans d'images, faudrait que je le revoie pour être sûr, mais je crois que c'est le même en fait. Oui, mais c'est pas le même mécanisme de narration, tu vois, c'est pas du tout mais du coup là dans le film, volonté. Là dans le film de Hitchcock, l'enchaînement de plans d'images, c'est un coup on voit elle en train de pleurer et de regarder ce qui se passe, un coup on voit le tueur, le rideau qui bouge et qui se prépare, le ministre, l'orchestre, et puis le mec, le mari Ben qui essaye de... Et il enchaîne toujours dans le même ordre, je crois. C'est un truc qui se construit, en fait. C'est un truc qui se construit. Et effectivement, t'as un enchaînement de plans entre les différents protagonistes, mais et ça s'enchaîne assez vite. Et du coup, tu montes... Et plus on arrive à la fin, plus ça s'enchaîne rapidement. Et du coup, t'étais là en haleine avec le film. Mais parce qu'il y a une finalité, parce que tu sais où ça va, tu sais que ça va arriver. Et qu'on y va progressivement, mais très lentement. Et il y a une fatalité là-dedans. Ça va arriver, peu importe ce que tu fais, ça va arriver. Il y a un truc totalement... Les personnages sont totalement impuissants à ce moment-là. Et d'ailleurs, par nombre de films, tu as vraiment un côté de... On peut rien faire, il n'y a rien à faire, tu vois. C'est tellement... Ça les dépasse complètement, en fait. Et puis, il joue bien avec nous aussi, parce que tu vois, à Marrakech, sur l'enlèvement de Hank, au moment où ils sont au marché et que lui, le Drayton, monsieur, il propose d'accompagner le couple au commissariat et que Mrs. Drayton propose de ramener Hank à l'hôtel, je lui dis... elle va l'enlever.
Alors, je me suis fait vraiment la réflexion, elle va l'enlever. Et parce que je trouvais ça chelou, tu vois. Et puis, après, quand il essaye d'appeler l'hôtel, Monsieur Drayton, pour... alors, j'essaie de remettre un peu de contexte, pardon. Oui, quand il l'appelle pour savoir si, c'est ça, si son fils est bien à l'hôtel, quoi. C'est ça, parce que du coup, c'est le moment où Ben a reçu un appel anonyme. Oui, c'est ça. En fait, Ben reçoit un appel anonyme pour lui dire qu'il est au commissariat à ce moment-là. Attention, on sait que tu sais, et si tu en parles, ton fils il est mort. Et du coup, à ce moment-là, lui il dit, il va voir Drayton, il dit appelle l'hôtel pour voir s'il est bien arrivé. Et donc à ce moment-là, on voit effectivement Monsieur Drayton qui appelle l'hôtel. Et on peut faire une parenthèse pour le plan si tu veux. Ouais, de James Stewart qui pendant ce temps-là attend en fait et écoute Mr. Drayton qui appelle à l'hôtel et tu vois ce plan qui dure sur son visage, tu vois sa nervosité. Qu'il est extrêmement nerveux et qu'il attend le moment où oui c'est bon, il va bien être là et ça vient pas. Ouais. Et en plus de ça, déjà le plan sur le visage est ouf parce que vraiment il joue extrêmement bien. Ouais. Et c'est très, son visage est très encadré. Ouais. T'as vraiment l'autre visage avec le téléphone qui l'enserre et sa main qui vient on a des gros plans sur sa main. Jouer avec l'annuaire de façon assez nerveuse qui en rajoute et ça fonctionne super bien. Ouais. Et donc à ce moment-là, on voit Mr. Drayton qui appelle à l'hôtel et ça fait même pas arriver. Et là, moi, je me dis, ah non, en fait, c'est elle et le fils qui se sont fait enlever, donc c'est pas elle. Et puis, une fois qu'ils reviennent à l'hôtel, où là, Mr. Drayton, il est plus là, je dis, ah bah non, en fait, c'était vraiment eux les méchants. C'est ça, on te rajoute à chaque fois, t'as toujours une info qui vient. Mais voilà, du coup, il joue un peu avec toi sur... parce que sur est-ce que je sais, est-ce que je sais pas comment. Et tu vois, il y a plusieurs. Et du coup, ça sème le doute. À chaque moment, quand il y a quelqu'un qui fait les aider, tu dis attends, est-ce que lui, il fait partie du complot ou pas? Genre, le mec qui connaissait Louis Bernard de la police, de la douane, là, quand ils arrivent à Buchanan, je me dis attends, ça se trouve, il est de mèche et il essaye de voir s'ils vont parler ou un truc comme ça. Puis bon, après, je me vois bien que non, mais et même jusqu'à la fin, tu vois, dans l'ambassadeur qui au final est un méchant et que tu n'avais pas vu venir celui-là. Enfin, c'est lui qui tire les ficelles du complot, du coup. Je trouve que c'est vraiment bien mené, l'intrigue. Ouais, oui, non, mais il n'y a pas de ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'aime bien. Il y a une mise en scène de Hitchcock que j'aime beaucoup. On va sur la scène à Londres quand il repère du coup. Il cherche Andros Chappell qui est aussi un des. Il pense que c'est un prénom de quelqu'un d'ailleurs qui a été donné par Daniel Gélin quand il meurt, par Louis Bernard. Et il se rend du coup sur place. Et en fait, cette scène est super et ça illustre pas mal de scènes de Hitchcock où tu vois en fait le personnage qui arrive derrière lui, tu sais, quand il regarde et qui est très loin. Oui, oui, je l'ai noté, noté ça, le côté écho des pas. Ouais, déjà. Où tu sais qu'il y a quelqu'un qui suit, mais tu le vois pas. Et il travaille vachement le point de vue aussi. C'est une caméra de point de vue où tu vois ce personnage très très loin qui arrive lentement. Et tu sens cette tension de mais qui est ce gars? Est-ce que c'est lui? Et il y a ce truc-là dans La Mort aux trousses aussi, j'en parle, mais il faudra que tu le regardes aussi. Avec la scène de l'avion. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Où pareil, tu vois un personnage qui est toujours très très loin, une silhouette qui est très loin au début et qui met en tension, je trouve, où le personnage s'approche de lui et t'as la caméra qui offre un point de vue et te met à la place de cette personne qui voit cette autre personne de loin. Et il y a un côté très oppressant, je trouve. Ouais, complètement. Ça marche très bien. Tout ça pour arriver chez des taxidermistes. Ça aussi, ça m'a fait mourir de rire cette scène. Qui est super inventive parce que il manque de se faire tuer par tous les animaux empaillés, de se faire mal en fait. C'est assez marrant. C'est une super scène. Enfin, je n'ai pas envie de trop m'y attarder, mais elle est drôle. Mais elle est très très chouette avec ce quiproquo de en fait c'est pas Andros Chappell, c'est une chapelle, c'est la chapelle Andros. Et même au début, même avant ça, il fait ah ouais non, c'est pas ce Andros Chappell là, ça c'est le père, en fait c'est le fils que je viens chercher. Oui, déjà il y a du coup tu dis Et en plus, vu que le gars est méfiant, tu te dis ah mais c'est lui. Oui, il y a vraiment un truc, tu vois, parce que le gars est super méfiant, qu'il a des regards très suspicieux. Du coup, tu te dis ouais, en fait, c'est bon, c'est ça. Et non. Et il s'en rend compte, il dit non, mais en fait non, j'ai compris. Puis au dernier moment, tu sais. Et ça, là, c'est le jeu de James Stewart qui est très très bon là-dedans, qui est très drôle aussi. Ah oui. Ce gars-là, il est vraiment. La manière dont il essaye de s'échapper, puis t'as l'espadon qui lui parle qui lui passe à ça de la gorge avec la petite ça marche truc là, c'est très drôle. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a un truc rigolo, tiens, juste un dernier truc, je reviens, je fais un aller-retour, mais sur Marrakech aussi, le moment où Louis Bernard meurt en fait aussi, et ce plan où avec ses mains, où il essaie de retenir, je sais pas, essaie de le retenir quand il tombe, et du coup ses mains viennent
enlever Une partie du de maquillage. Déjà pour bien comprendre que c'est Louis Bernard qui est là. Et en plus de ça, ils avaient du mal à le faire et ça rendait pas bien. Et Daniel Jellin a suggéré à Hitchcock de couvrir les mains de James Stewart avec de la poudre blanche pour encore plus marquer la différence. Ce qui marche bien à l'écran. Ah oui, du coup, oui. Et en fait, il met de la poudre blanche sur le visage plutôt que de le retirer du maquillage. Et c'était un petit truc, une petite anecdote, mais je trouve que c'est assez rigolo. Oui, où tu dois vraiment te casser la tête pour. Oui, c'est ça, comment faire l'effet. Ouais, le poignard plat dans le dos, tu vois vraiment, c'est les effets de l'époque où. Pour la tache rouge, elle est pas hyper réaliste. Elle est très rouge. Ouais. T'as plein de films, mais ça, t'as plein de films, même plus tard. Où tu dis. Et puis quand il tombe sur le dos, le poignard, il s'est enlevé tout seul, il s'est pas enfoncé, tu dis. Ouais, c'est des petits trucs rigolos, mais encore une fois, ça ne sort pas du film, ça n'enlève rien à la qualité du film. Ce genre de truc. Oui. Franchement, c'est des détails, ouais, c'est vraiment du détail. Mais voilà, c'est pour ça que je dis ça n'enlève rien à la qualité du film et ça reste un plaisir de le regarder. Bien sûr. On est d'accord. Ça me plus fait sourire qu'autre chose. Oui. Je pense qu'on peut partir sur la scène de l'Albert Hall, du coup. Oui, qui est centrale. Pour moi, s'il y a une scène à retenir, c'est celle-là. Tu peux même la voir en dehors du film et tu comprends parfaitement ce que ça veut dire et où les enjeux en fait sont posés. Donc c'est une scène où justement, en fait, James Stewart et c'est Ben et puis elle, je sais plus comment elle s'appelle. Joséphine qui se rendent du coup à l'Albert Hall pour retrouver leur fils. Non, pas leur fils, mais le commissaire, c'est ça, non? Oui, je sais plus son grade, mais le mec de Scotland Yard. Le mec de Scotland Yard. Buchanan. Qui, pour leur dire, voilà, on sait où est le gamin et tout, il est à la chapelle, machin. Et ils savent pas qu'il va y avoir parce qu'au fait, t'as aussi des méchants qui sont là pour tuer le Premier ministre de ce mystérieux pays. Oui, il y a le tueur à gages et le couple qui est venu avec l'enfant. Non, ils sont pas là, ils sont à l'ambassade. Oui. Mais t'as le tueur qui est là et du coup, tout le monde se retrouve à cet endroit-là. Et d'ailleurs, la scène où dans le hall, parce qu'au début, il y a juste Joe qui est à l'Albert Hall. Elle le voit en fait. Et elle le voit, il la reconnaît. Et elle comprend. Et elle comprend ce qui va se passer. Ouais. Et en fait, elle est tenue de pas. En plus, il lui rappelle encore une fois que votre fils. Il pense sa tête là, il a une bonne tête de méchant. Et il lui rappelle à nouveau l'enjeu de si tu parles, on tue ton fils, quoi. Ouais. Et elle sait très bien du coup ce qui va se passer. Elle est dans ce partage de qu'est-ce que je fais, est-ce que j'avertis ou pas, parce qu'elle voit très bien qu'il y a quelqu'un qui va se faire tuer. Ouais. Et dans ce dilemme terrible. Et cette scène est géniale à plein de niveaux parce que déjà elle tient sur vraiment on a l'orchestre qui démarre. Ouais, elle tient un moment. Hein. Et tu n'as que ça, tu n'as que la musique en termes de son. Ouais, on a bien 5-7 minutes. J'ai pas calculé, mais je pense qu'on est autour de quelque chose comme ça. C'est un petit bijou de mise en scène parce qu'à la base il y avait du dialogue. Parce qu'on voit les personnages qui parlent, vraiment, quand James Stewart il débarque et tout. Oui. Et ils ont décidé de tout virer, les dialogues, parce que tu n'avais pas besoin en fait. Oui, c'est ce que je te disais en voyant. Il y a un moment où effectivement on voit James Stewart qui rejoint sa femme du coup, et tu sais que il parle et tu sais ce qu'il vient faire, tu sais ce qu'il cherche. En fait, et tu sais ce qu'ils se disent sans qu'ils aient besoin de parler en fait. Et qu'ils sont dans le dilemme où elle le rattrape en disant non, si tu fais quelque chose, notre fils il va mourir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été décidé après. Ouais, c'est marrant. Et du coup, James Stewart l'avait pas très bien pris à l'époque. Ah ouais, alors sur le moment, il avait pris. Artistiquement, ça rend super bien. Il a chanté mes phrases, ce qui pour un acteur est un peu compréhensible quand même. Ouais, enfin, il parle quand même pas mal tout le reste du film. Oui, mais bon. Mais non, mais c'est son boulot quand même, tu vois. Donc, on est d'accord. C'est partie de son boulot de délivrer des. Voilà, donc c'est important. Bref, mais en tout cas, c'est pour le mieux parce que le film fonctionne très bien sans ça. Ouais. Et devient. Il y a un côté universel en fait, parce que du coup, tout le monde peut comprendre cette scène. Oui, c'est ça. Et la musique, en fait, juste avec la musique, qui met de l'attention sur la musique, parce que du coup, ils ont monté cette scène sur la musique et. La musique remplace les dialogues à ce niveau-là et magnifie la scène pour le coup, parce que la musique est aussi géniale. Il avait été question à un moment donné que la musique soit remplacée, parce que du coup, alors, le compositeur c'est Bernard Herrmann, très grand compositeur, et il est sur scène, c'est lui qui mène l'orchestre. On voit son nom d'ailleurs sur l'Albert Hall juste avant. Hitchcock lui avait dit tu pourrais très bien composer ta propre musique, ce qui pour un compositeur est génial, tu vas composer ta musique pour cette scène-là, quoi. Et il avait tellement trouvé génial la première version qu'il n'a pas voulu la changer. Il l'a gardée telle quelle. Oui. Et il était très admiratif de cette scène, de cette musique. Oui.
Et toute cette montée en tension qui est géniale, avec juste des plans incroyables, ce que vous disiez tout à l'heure, aussi qui incroyables les uns que les s'enchaînent, autres, les acteurs qui sont parfaits, quoi. Et il arrive à faire durer, encore une fois, ce truc. Et quand t'as le juste... On sait qu'il va y avoir ce coup de cymbale qui va être sur le coup de feu. Oui. Et du coup, on attend ce moment de cette cymbale et on voit le gars qui a son seul coup de cymbale à donner. Parce qu'on se serait quelqu'un qui jouerait déjà et ça fonctionnerait pas. Ouais. Juste, il attend. Et on sait que quand il va donner son seul coup, c'est le moment où il va y avoir le coup de feu. Oui, c'est ça. Pour couvrir le son du coup de feu. Et tu les vois d'ailleurs avec la partition en train de lire, en train d'attendre le moment. Et il y a des plans géniaux sur les partitions avec des très 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 gros plans. À un moment donné sur les notes de musique avec la caméra qui avance. Oui, en même temps qui avance comme un truc qui ne s'arrête pas en fait, qui est inarrêtable. C'est génial. C'est fatal, ça va arriver. C'est fatal, il n'y a rien à faire. Et tu as ce moment de ce plan sur l'arme où tu as juste le canon qui sort du rideau et qui et c'est génial. Ce plan-là, il est incroyable aussi. Avec la musique derrière qui monte en tension et tout. Oui, parce que tu es quasiment au moment de coup de cymbale, il s'est levé, il les a prises et t'attends. On arrive sur la partition où je ponque, c'est son moment. Le timing de la musique raconte ce qui se passe en plus. Enfin, elle coïncide parfaitement avec ce qui se passe. C'est ça qui est très fort aussi. Elle coïncide avec même le mouvement des personnages. Enfin, il y a vraiment un truc assez génial. Pour moi, c'est peut-être une des meilleures scènes de Hitchcock, voire une des meilleures scènes du cinéma. Vraiment, c'est un petit bijou à voir et à revoir. Quoi. Si vous n'avez pas vu, ça a été repris d'ailleurs. Je t'ai montré la scène dans Mission Impossible Rogue Nation, sorti en 2015, où ils ont bien repris ce truc de la scène de l'opéra avec cette note qui arrive et qui est censée couvrir un coup de feu. Et tout le monde sait ce qui va se passer. Enfin, il y a tout un tas de tensions avec juste la musique derrière et pas de dialogue. Très peu de dialogue. C'est le côté huis clos aussi qui vient renforcer ça. Ouais. Puis très grandiose, très spectacle aussi. Ouais. Et du coup, c'est une scène qui est connue dans le cinéma. Donc un petit bijou, vraiment, c'est une très 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 grande scène, avec une très grande maîtrise. Ouais. C'est marrant parce que cette thématique de l'opéra ou du théâtre où il se passe des trucs, il y a d'autres... Je me demande si c'est pas dans Sissi Impératrice où il y a un moment où tu as les Hongrois qui viennent dans un théâtre pour venir faire un attentat, où ils se déjouent un attentat juste au dernier moment. Enfin, c'est quelque chose qui revient, cette notion de huis clos dans un espace comme celui-ci. Ouais, c'est ça. Ouais, ou des assassinats sur scène et tout. Enfin, même dans des jeux vidéo, moi je pense à Hitman où à un moment donné tu dois tuer un gars. Alors, dans un jeu vidéo, après ça fait du lien aussi, où tu as une mission, c'est une histoire de. Enfin, c'est un jeu vidéo où tu joues un tueur à gages. Ah oui, c'est celui où dans la maison, là, j'ai pas réussi. C'est ça, pas très forte, Et en fait, à chaque fois, tu as une mission, tu dois tuer quelqu'un et t'as 1000 façons de le tuer. Ouais. Et il y a une mission qui se passe dans un opéra. Et du coup, tu peux en fait trafiquer l'arme pour qu'au moment où en fait, sur scène, il tire sur un des personnages, il y a vraiment une balle qui part à un moment où il y a une musique justement précise qui démarre. Et peut-être qu'il y a du lien à faire, peut-être qu'il y a une inspiration, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un truc qui revient. C'est un schéma qui fonctionne très bien, évidemment tu mets en scène un truc, donc c'est un truc qui peut revenir de temps en temps et qui est très très chouette. Même dans La Grande Vadrouille, si tu veux à ce moment-là, avec la bombe, alors qu'il n'arrive pas sur une note précise, machin, mais il y a toujours ce truc de compte à rebours avec la musique qui vient en lien avec la musique. Donc il y a pas mal d'exemples, je pense, mais Mission Impossible assume vraiment. Il y a vraiment la scène de Mission Impossible assume vraiment son hommage à cette scène-là. Hitchcock. Ouais. Donc je ne dirai jamais assez de bien de cette scène, mais il faut la voir et la revoir parce que c'est vraiment une leçon de cinéma. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Bernard Herrmann, donc le compositeur, a tout fait pour que cette scène soit la plus intense en termes de musique. Il est resté très très sobre entre guillemets sur le reste de la partition, où il s'est retenu un peu pour dégager cette scène de la Berthold et la mettre donner un niveau très 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 haut par rapport au reste en fait. Mais le chœur est impressionnant aussi, tu vois le nombre de choristes mobilisés, tu dis c'est même une scène. L'image est impressionnante. Tu dis. Quand tu les vois tous là. Je sais pas, il y a bien une centaine de choristes facile quoi. Plus la cantatrice, sans compter l'orchestre, juste les gens qui chantent. Mais c'est assez incroyable, même en termes de logistique de tournage et tout. Je trouve ça très fort. Et pour les récompenses, c'est la chanson de Doris Day a eu un Oscar en 56 aussi du coup. De Kessel. Ouais. Oui, ça m'étonne pas.
c'est aussi une chanson qui fonctionne très très bien. Ouais. Et du coup, on a ce final après avec justement le gamin qui vient siffler. Et on a toujours ce truc avec la musique qui revient dans le film. Oui, c'est quelque chose qui est assez omniprésent. Ouais, et qui va permettre de délivrer le gamin. Et avec ce petit retournement, avec le personnage de la femme là, qui va quand même changer un petit peu. Oui. Quand elle va comprendre qu'on va tuer le gamin. Ouais. Avec ce plan, avec le gars, avec qui prépare sa corde là. Ouais, c'est très très dark comme scène. Hein. Ouais, même pour Hitchcock. Ouais. Mais et puis alors on termine sur cette note finale qui est extrêmement drôle. Oui. Où, parce qu'on ça on en a pas parlé aussi. Oui, mais ouais. Quand ils arrivent à Londres, ils arrivent à l'hôtel et Jo elle a des amis, des fans aussi, des amis. Ouais, je pense qu'elle connaissait du concert qu'elle a donné à Londres 4 ans auparavant, qui viennent, ils sont 4 et en fait à peine arrivé, c'est le moment où Ben part chercher ce fameux Andrew Chappell et donc dit désolé, j'ai un rendez-vous urgent, et il part. Oui. Et du coup elle les reçoit mais en mode je peux rien dire. Ils sont plus contraints qu'autre chose en fait, ils sont plus une épine dans le pied. Elle a son fils qui est enlevé, elle peut rien faire parce qu'il reste avec eux et du coup il faut qu'elle fasse la conversation et en même temps elle est hyper stressée jusqu'au moment où elle comprend que Andrew Chappell c'est pas un mec, c'est un lieu et qu'elle dit désolé j'y vais et du coup elle les laisse en plan et là il y a Ben qui revient et ils disent je sais pas, elle est partie là, elle dit bon ok attendez-nous là, resservez-vous à boire, je repars et du coup ils sont là, ils disent il y a quelque chose qui va pas. Et après pendant quasiment 3 quarts d'heure tu les laisses tomber. Oui c'est ça. Et c'est à la fin je me dis en fait ses potes ils sont toujours à l'hôtel. Quasiment la moitié du film et en fait tu vois le dernier plan du film, c'est eux qui reviennent à l'hôtel avec leur gamin en disant et ils sont tous endormis dans les fauteuils et là ils ouvrent la porte et fait c'est bon on est là, on était parti chercher Hank. Ah oui, alors littéralement, c'est ça, effectivement. Bon, il y a quelques complications sur le trajet. C'est super drôle. Ouais. Et je trouve que du coup, on finit sur une note hyper humoristique. Oui, c'est très bien. Et c'est un humour qui fonctionne super bien. En plus d'être un bon film à suspense, il y a vraiment les doses d'humour, elles sont bien équilibrées et elles sont percutantes, ça marche bien, quoi. Sur le truc qui est un truc très cinéma, parce que tu as souvent des personnages, des éléments que tu laisses d'un côté et que tu revois jamais et tu te demandes qu'est-ce qu'il est devenu ce gars-là ou ce personnage-là. Yeah. Et du coup il joue avec ça en fait. Et ça repop à un moment que tu t'y attends absolument pas parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ce que on termine là-dessus quoi. C'est ça. Voilà. Mais ouais, t'as autre chose à dire sur le film ? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. 2 heures de régal. 2 heures de régal, ouais. C'est pas le Hitchcock qui revient le plus souvent, je trouve, quand on en parle. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je pense j'ai pas vu le temps passer en le regardant, clairement. Franchement, s'il devait y avoir 3 Hitchcock qu'il fallait garder, ce serait celui-là, et puis Fenêtre sur cour et Psychose, très, très probablement. Psychose que je te conseille. Mais t'inquiète pas. Fenêtre sur cour et Psychose, faut que tu les regardes, c'est génial. C'est des idées de mise en scène que tu vois que là, quoi. Qui ont été repris derrière, mais jamais aussi bien que dans ces films-là, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, on a à peu près fait le tour. On espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Franchement, c'est un film qui vaut le coup. Ouais. En plus, il est plutôt dispo. Il est accessible un peu partout, je pense. Il est même en 4K. Ils l'ont ressorti. Ouais, moi je l'ai vu en 1080. C'était très. Ils l'ont ressorti dans tous les formats possibles et imaginables. Et il se regarde très bien, du coup. Ouais. Oui, il a très bien vieilli. Ça marche toujours. C'est ça. Ouais, ça marche parce que c'est des ficelles qui sont hyper efficaces, quoi. Ouais. Comme chez Hitchcock, très souvent, quoi. Et qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux et tout. Enfin, en fait, c'est quelque chose... T'en as pas mal, hein. T'en as pas mal, mine de rien, t'as beaucoup de projections sur écran et tout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des trucs où t'as des explosions, des machins. Enfin, c'est quelque chose qui est assez réaliste et t'as une suspension, enfin, tu vois, qui s'ancre dans un univers contemporain et du coup... Oui, mais t'as quand même du spectaculaire. Ah oui, on est d'accord. Mais du coup, je veux dire, c'est des images qui ont bien vieilli. Malgré tout, même si tu vois un peu l'incrustation, c'est pas quelque chose qui m'a gêné comme ça peut le faire sur certains films. Ça a bien vieilli parce que scénaristiquement c'est solide, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, c'est ce truc de vieillir ou mal vieillir, je pense que ça c'est un ensemble, quoi. Oui. T'as des films avec des spéciaux très discutables mais qui ont très bien vieilli parce que ça c'est totalement compensé par autre chose qui est très efficace. Moi je me suis refait Indiana Jones et le Temple maudit le soir. Oui, c'est vrai. Et t'as des plans à effets spéciaux, notamment à un moment donné quand ils sortent de la mine et qu'ils sont à flanc de falaise. Tu vois que c'est un peu dégueu par certains moments, mais le film est génial. Oui, parce que il est porté par le reste en fait. Le film est tellement génial. Ouais. Mais il y a quand même aussi de très beaux effets spéciaux dedans. Oui. T'as quelques trucs quand même, tu te dis waouh. Mais comme des très vieux films, t'as des très vieux films qui ont. Mais il y a un charme, il y a un truc que t'acceptes une fois que tu sais aussi. Tu prends le premier Kong par exemple.
Oui, mais tu le valides, en fait, tu l'acceptes le truc parce que tu sais que c'est fait dans les années 30 déjà. C'est ça. Et en fait, tu rentres dedans assez facilement. Et je parle souvent de The Thing parce que toi, je sais que ça va marcher sur toi, mais il y a des conditions pour le voir, le film aussi. Il m'a fait rire, il m'a pas fait peur, mais j'avoue. Ouais, non, mais en fait, c'est comment tu le vois aussi. Parce qu'il y a eu des séances de cinéma, j'en ai entendu parler, je sais plus qui a parlé de ça, mais t'avais des séances de cinéma où juste il n'y avait pas de présentation, on te déboule le film, et en fait, les gamins de 15-16 ans, ils étaient morts de rire. Mais par contre, tu fais une même séance avec une présentation où tu mets un peu de contexte en expliquant comment ça a été fait, où et comment. Pas forcément une conférence de 4 heures, hein, mais juste une intro. Et là, ils ont eu peur. Ah, c'est marrant. Et ça fonctionne. Ouais. Donc c'est une remise en contexte de dire attends, c'est pas tu vas pas juste qu'est-ce qu'on regarde ce soir, allez on regarde un film à l'arrache là sans trop savoir ce que c'est. Faut te mettre en condition, faut te plonger dedans en fait. Faut faire l'effort de ok j'y vais, tu vois. Après, et tu vois, je me laisse surprendre aussi par oui, mais mais je le reverrai avec plaisir, tu vois, c'est pas parce que ça m'a fait non mais moi c'est pareil, moi Shining j'étais mort de rire quand j'ai vu la première fois. Ouais. Et quelle erreur. Tu vois, de quoi, lequel? Shining. Ah ouais? Ouais. Oui, okay. Mais parce que pas de mise en contexte, parce que j'étais avec des copains, parce que c'était à l'école et parce qu'on voulait faire autre chose. Tu vois, tu vois, et on nous a balancé ce film-là. Mais malgré tout, je l'ai quand même apprécié et je l'ai revu et j'ai commencé vraiment à capter tout ce qu'il y avait en fait dans le film et qui m'a pas sauté aux yeux au premier visionnage parce que j'étais pas dans les bonnes conditions. Oui, je vois ce que tu veux dire. À le revoir et vraiment à le revoir vraiment quoi. Ouais, il m'a pris, il m'a vraiment saisi. Et les The Thing, c'est pareil. Mais là, tu vois, L'homme qui en savait trop, je trouve que t'as pas ce même besoin de mise en condition parce que tu rentres dedans. Mais je pense que t'as des gens qui bug sur ces scènes-là. Hein. Peut-être, c'est possible. Pense, hein. Surtout aujourd'hui, surtout les plus récents, les gens les plus jeunes. Ouais. C'est possible, tu vois. Oui, je sais pas si j'aurais eu la même appréciation si je l'avais vu il y a 10, 15, 20 ans. Tu vois. C'est ça, mais t'as une question de rythme aussi. Enfin, ça, je crois qu'on a déjà abordé le sujet, mais... T'as quand même des gens aujourd'hui, t'as des étudiants en cinéma, ils parlent de ça, qui n'arrivent pas à regarder un film entier en une fois. Oui. Tu vois? Oui, alors moi aussi, mais c'est parce que je le mets à 22h et que je suis vieille et que je m'endors dessus. C'est un autre sujet. Mais tu es une exception, Marie. Mais voilà, il y a une vraie histoire de rythme. Je sais pas si le film marcherait. Je pense que oui. Tu vois, je pense que si t'es dedans, ça marche. Même sur les gens de la génération d'aujourd'hui. Oui. Mais il faut que tu aies un peu de préparation, oui, je suis d'accord, effectivement. Il faut que tu aies un peu préparé, je pense. Donc voilà. Regardez des vieux films parce que vraiment, enfin, c'est pas que tout a été fait, c'est pas vrai, mais il y a des choses, il y a des belles choses à la majorité encore, des films, en fait, hein. La majorité des films sont des vieux films, donc allez les voir, regardez-les, revoyez-les, fouillez un petit peu. Et transmettez-les aussi. Ouais, d'ailleurs, on va parler des recos après. Ouais. Recos. Tu veux que je commence ou tu veux commencer quand tu veux? Bah vas-y, commence. Je réfléchis entre plusieurs. Parce que moi, j'ai une film ça n'a rien à voir. Hein, mais du coup, je l'ai vu il y a pas longtemps et je me dis tiens, il faut que j'en parle. En termes de films sur l'univers de Lovecraft, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de nullités. Il y a quelques pépites, ou semi-pépites, parce que voilà. Moi, je pense à La couleur tombée du ciel. J'y pense aussi. Mais que moi, j'ai quand même apprécié, tu vois. Mais, oui, moi aussi. Je n'ai pas trouvé que c'était une perte de temps. C'est juste que c'est pareil, il m'a beaucoup fait sourire, ce film. En fait, c'est toujours ce genre de film où c'est mais comme un peu comme The Thing, en fait. C'est-à-dire que si c'est tellement absurde et tellement grotesque que ça, soit tu rigoles, effectivement, soit tu rentres dedans et tu flippes. Parce que je pense que l'horreur à Lovecraft, t'es à deux doigts du ridicule, mais en fait, si tu tombes pas dans le ridicule, c'est terrifiant. En fait, il y a vraiment un équilibre à avoir ce genre de film. Ah oui, Lovecraft, il joue vraiment sur la question du fantastique littéraire, c'est-à-dire la frontière à la folie et tout ça. Ça va tellement loin où ça peut être ridicule, en fait, la folie aussi. Ah oui, il faut vraiment faire attention. Moi, je trouve que ça marche sur La couleur tombée du ciel. C'est pas un film parfait, hein, on est très 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 loin de là, mais je trouve que ça marche bien. Je trouve que le choix de Nicolas Cage est bien aussi. Oui. Parce que ça correspond bien à ce genre de personnage. Mais bref, je veux pas parler. C'était pas ce film-là dont tu voulais parler. Je voulais parler de From Beyond, qui était un film réalisé par le réalisateur de Reanimator. J'ai pas du tout préparé mon truc, mais qui est un réal assez connu dans le milieu de la série B, un peu, on va dire, quoi, et qui a eu un succès énorme avec Reanimator et qui a fait un peu plus tard From Beyond, qui est une adaptation plus ou moins libre d'une nouvelle de Lovecraft, avec le classique de Lovecraft, avec un personnage de scientifique qui met au point une machine qui permet d'ouvrir les portes d'un monde
un monde entre les mondes qui permet en fait, de voir des créatures que tu peux pas voir et qui te voient aussi, qui peuvent t'attaquer, qui peuvent rentrer dans ton monde. Et il mêle du coup de l'horreur et du sexe de manière très particulière. Et moi j'ai trouvé ça. J'ai Titan qui vient en tête quand tu dis ça. Ah non, ça n'a rien à voir avec Titan, heureusement, parce que Titan. C'est tellement malaisant. Ouais, mais ça marche pas, Titan, je trouve. Non, vraiment pas. Alors que dans From Beyond, il y a vraiment des moments très très gênants, mais gênants, pas bien. Enfin, ça marche quoi, tu vois. Oui. Et je trouve qu'il y a des trucs vraiment cool. Ou alors Alien 3 aussi. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir avec Alien 3. Donc il y a un côté très délire, mais et très très cheap parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget. Hein. Oui. Mais je trouve que le film il se regarde. Enfin, mais pareil, moi j'ai trouvé un peu par hasard dessus et il m'a saisi aussi parce que je voulais voir du Lovecraft. Enfin, j'avais vu un article là-dessus dans un magazine et je me dis tiens. Et je trouve que c'est pas mal, ça mérite le coup d'œil. Voilà, pour les gens qui aiment bien Lovecraft, c'est toujours sympathique. Après, ça se rapproche beaucoup plus de Hellraiser, je sais pas si ça te parle aussi. De nom. Ouais, ça se rapproche un peu plus de ça, qui mêle aussi la sexualité et l'horreur d'une manière un peu, comment dire, terrifiante, ouais, gênante, quoi. Et il est assez cool, voilà. À toi. Okay. Je vais retrouver le nom du réel en attendant. Alors moi j'aimerais bien parler la série documentaire que j'ai vue sur Netflix sur la secte des Raéliens, dont j'ai oublié le nom. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Et où vraiment on suit de la naissance de la secte jusqu'à son état aujourd'hui. Et c'est vraiment très bien réalisé. On a à la fois des images d'archives, des interviews de personnes encore appartenant à la secte, et cette histoire autour des bébés clonés là, qui est assez terrifiante d'un côté et en même temps... Enfin, moi, ça m'a emmené. Je me suis laissée porter et du coup, ça m'a donné envie de lire des trucs sur le sujet parce que je trouve ça toujours hyper intéressant d'étudier ou d'aller voir un peu plus loin ce schéma d'emprise de comment ça fonctionne, comment des gens arrivent à croire un mec qui dit qu'il a rencontré Jésus chez les extraterrestres et qu'il est revenu. Et, c'est fou, en fait, quand on regarde ça d'extérieur et le fonctionnement. Et en étant sur les sectes, je me permets, je fais la deuxième reco sur le film Gourou que tu as vu aussi, avec Pierre Ninet, notamment. C'est un bon film. Il y a quelques grosses ficelles, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je trouve qu'il y a de très bons trucs. J'aime beaucoup Pierre Ninet. Sa performance est incroyable, d'ailleurs, j'ai trouvé. Ouais. Et il y a quelques trucs un peu moyens, mais il y a de très bons trucs aussi. Et je trouve que ça retranscrit bien les dérives du développement personnel qu'on peut trouver aujourd'hui. Enfin, du coup, ça porte bien. C'est bien mené au niveau intrigue de manière globale, à part quelques petites trucs, peut-être le gros ficelle, mais dans l'ensemble, le message, il passe bien, en fait. J'aime beaucoup la scène avec la journaliste infiltrée. Tu sais, dans la conférence, cette scène est géniale, incroyable. Pour le coup. Ouais. Tu vois, on parlait de monter en tension dans une scène de spectacle. Celle-là est pas mal aussi. Ouais. Et donc voilà, c'est mes recos à moi. C'est la série documentaire sur les Raéliens et du coup le film Gourou quand il sera sorti. Je crois que c'est pas encore le cas parce qu'il est sorti en salle assez récemment, mais c'était fin janvier. Mais quand il sortira, je crois, ça va sortir en support physique, donc pas longtemps. Ouais. C'est Stuart Gordon, le réalisateur. Regarde les images. Oh, ouais, c'est dommage. Je vous invite à aller voir la jaquette du film parce que vraiment. Mais toi, tu vois, c'est genre d'effets spéciaux qui vont pas. Enfin, tu vas pas. Je sais pas si tu vas rentrer dedans, quoi. Faut que je vois. Moi, j'aime bien le genre d'effets spéciaux comme ça. Mais en vrai, tu vois, c'est pas ça marche parce que c'est bien fait, en fait. C'est pas parce que j'ai pas peur que je rentre pas dedans ou que j'apprécie pas le film, tu vois. Okay. C'est juste que moi, les trucs qui me font peur, c'est Terrifier, tu vois, par exemple. Ouais, mais Terrifier, pour moi, c'est du. Mais c'est du gore un peu gratuit aussi. Et je pense que c'est le film qui m'a mis le plus mal à l'aise dans tous ceux que j'ai vus, c'est vraiment celui-là. C'est du. Comment ça s'appelle c'est un nom, ce genre de film. C'est du porno, mais violent, dans de la violence, quoi. Il y a un côté très. Ouais. Mais le côté performance, il n'y a pas. Ça me fait même pas peur parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire et puis c'est juste une débauche de bidoche, quoi. Et bon, c'est de la mais violence. Plus que les films de possession, tu vois, par exemple. Sauf L'Exorciste. L'Exorciste, il est incroyable, je l'ai vu plusieurs fois. Non, mais il y a une histoire, Terrifier. Oui, c'est ça. Oui, non, Terrifier, c'est gratuit. C'est un enchaînement de scènes de violence, quoi. Oui. C'est pas. Mais il met mal à l'aise de. Enfin, moi, il y a des moments où. C'est même pas du slasher, c'est juste. Ou ça, tu vois, ça arrive à me faire peur.
Ouais, le vieux surtout. Ouais. Avec Tim Curry. Et la série Bienvenue à Derry aussi, elle m'a bien accroché. Okay. Mais bref, on digresse. On digresse. Mais moi, je recommande pas Terrifier, vraiment. Non, c'est... voilà. L'Exorciste est beaucoup mieux. J'ai plus ce nom de style de film où c'est juste de l'horreur montrée brutalement et sans aucune mise en scène, quoi. Bref. Ouais. C'est pas grave. Voilà. On a fait le tour. On va placer un mot sur le podcast, puisqu'effectivement, on va changer pas mal de choses dans le podcast. Oui. C'est plus ou moins le dernier épisode de cette première salve qui dure depuis maintenant 2 ans et demi presque. Ouais, 2 ans et demi, on va dire, parce qu'on a commencé en janvier 2023 avec Simon, je crois. Donc, non, ça fait 3 ans en fait. Ah oui, ça oui, fait 3 ans. Oui. Voilà, la recette s'épuise un petit peu, on commence un peu à tourner en rond et on a envie de changer. On a chacun aussi pas mal de boulot, de projets qui sont nouveaux aussi, chacun de notre côté. Ça, qui prennent un peu de temps. Des vies qui changent aussi, évidemment. des nouvelles vies qui arrivent. Par exemple. Et du coup, l'idée maintenant, c'est de changer un petit peu tout ça. Il y aura, pour l'instant en tout cas, plus de podcasts à proprement parler. Mais on reviendra ponctuellement quand on aura envie. Ça, on va dire ça. Voilà, sur des sorties importantes, ou si à un moment donné on a envie de parler d'un film particulier, on viendra exprès faire un épisode, mais on n'aura plus du tout cette régularité mensuelle. On va complètement arrêter ça. On sera beaucoup moins présent aussi également, de façon générale. Mais au-delà de ça, on essaiera de publier de temps en temps sur les réseaux, donc principalement sur Instagram, des petites critiques, des petits avis en texte, ouais, pour le coup plus textuel qu'autre chose. Et voilà, ponctuellement après, de temps en temps, éventuellement, mais ça c'est pas encore vraiment décidé, mais de temps en temps, on fera peut-être une petite émission sur des sorties importantes. Avatar. Comme ça. Oui, non, ça c'est sûr. De toute façon, il va se faire là, j'ai lu qu'il allait se faire. Oui. Non, mais c'est drôle parce qu'il y a pas mal d'histoires sur Avatar en ce moment où là ils sont en train de dire à Cameron, non mais calme-toi, réduis la durée de tes films et rends ça plus cheap. Et arrête tes scènes de vol avec tes oiseaux là. Et puis Cameron les a bien rembarrés a priori. En gros, s'il le fait. Il a largement rentabilisé son film là, on est d'accord, le 4. Oui, mais pour Disney, c'est pas assez. Mais c'est Disney, tu vois. Okay. C'est fidèle à eux-mêmes, ils sont chiants quoi. Oui. Et Cameron les a envoyés se faire voir. En gros, clairement, s'il fait Avatar, ce sera son Avatar tel qu'il l'entend et c'est tout quoi. Il y aura, je pense, pas de concession à faire. Oui. Donc hâte de faire cette émission. Ça sera pas pour tout de suite du coup. Oui, non. Donc merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon, on reviendra donc ponctuellement de temps en temps. Voilà, donner notre avis sur des films et vous partager des films aussi qu'on a envie de vous faire découvrir. Ouais. Voilà, à très bientôt. À très Bonne vite. continuation à tous. Et merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut. Salut.